Et en même temps, comme la mort était très présente en moi, dans mes désirs d'avant, et dans mes mémoires transgénérationnelles, un lien bizarre avec la mort, c'était comme une blessure archétypale, et je l'avais tellement voulu qu'elle s'est manifestée, ou la possibilité qu'elle se manifeste à un moment prématuré est arrivée, sauf qu'à ce moment-là, j'avais plus envie qu'elle soit là, de mourir. Bien sûr. Merci d'être avec nous. Charlotte de Silguy est mon invitée. Bonjour. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là. Je suis ravi de vous accueillir parce que j'ai beaucoup entendu parler de vous. J'ai lu évidemment vos ouvrages et il y a une question, il y a des questions pour ouvrir, si je puis dire, la thématique de l'émission qu'on va faire ensemble, qui pourrait se résumer à cette phrase et qui dit « Et si nos épreuves n'étaient pas le fruit du hasard, mais plutôt le tremplin vers notre juste voie ?» Quand on le dit comme ça, quand on se dit spirituel, quand on se dit avoir une dimension spirituelle, on acquiesce. Et on dit OK. Quand on est dans le tourbillon de cette vie et de ces problématiques et de ces épreuves, c'est un discours qui est difficilement audible. Vous êtes d'accord? Complètement. Quand l'émotionnel est aigu, quand une situation compliquée arrive, on n'est pas en capacité de raisonner. Et je crois, pour l'avoir vécu, et puis on va en parler. Pour avoir observé d'autres personnes autour de moi, c'est juste pas entendable sur le moment. Hein, on est vraiment dans la souffrance, avec l'envie de maudire l'adversité ou de se victimiser, mais on n'est pas sur le moment prêt à entendre que c'est au moins quelque chose qui va nous faire grandir. Exactement. Alors on va voir quelles ont été vos épreuves au travers de votre parcours de vie, c'est le principe des rencontres. On va voir également l'expertise que vous préconisez, comment sortir évidemment de ces schémas et se dire et si ces épreuves étaient une raison d'être. Hein, une fameuse utilité lumineuse. Voilà, j'ai entendu ça dans votre discours et dans vos écrits. Mais avant cela, combien de temps vous avez mis entre le moment où vous avez cette résonance et le moment où vous vivez ces épreuves-là? Combien de temps s'écoule-t-il pour que vous preniez conscience de ça, de ces épreuves qui ne sont pas le fruit du hasard? Longtemps. Ouais. Longtemps. En fait, ça a été une quête, je crois, très jeune. Quand j'étais jeune ado, je me posais des questions sur le sens de la vie, le sens des épreuves. Et quelquefois, je me disais que la vie n'avait pas de sens, justement à cause des épreuves. Et puis un jour, je me suis dit, mais la vie doit forcément avoir du sens, sinon on ne serait pas là. Et si elle semble ne pas en avoir à cause des épreuves, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui réside dans les épreuves. Et puis, après quelques épreuves, moi-même, j'ai exploré dans mes propres profondeurs, pour explorer mon mal-être, comme le font beaucoup de gens. Et puis, c'était vraiment un cheval de bataille. Je voulais vraiment comprendre le pourquoi des épreuves. Non pas le pourquoi, la cause, mais plutôt la raison d'être, à quoi ça sert dans la vie et quel sens ça donne à la vie. Et j'ai eu la chance, mais j'ai mis longtemps, je pense que j'ai mis une trentaine d'années en tout, à travers mes pérégrinations, mes voyages et des découvertes dans les livres, dans les stages, dans les formations, comme font beaucoup de gens qui cherchent. Ma chance, ça a été de me disperser. Je cherchais tous azimuts, comme le font certains, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent dans une direction précise qui semble être une voie. Les chimistes, les médecins, les philosophes. Et moi, je voulais manger le monde entier et donc j'ai investigué dans plusieurs cultures du monde. Et c'est grâce à cette dispersion, je me suis comparée très modestement à Isis, rassembler ce qui était part. Je voulais rassembler toutes les pièces du puzzle. Et ce qui m'a enthousiasmée, c'est que j'ai vu des points communs ou des convergences dans différentes cultures de toute la planète qui disaient en fait la même chose. La même chose, absolument. À propos des épreuves, à propos de l'ombre, on va en parler, qui bien sûr non seulement sont là pour nous rendre plus forts, mais pas que. C'est comme si elles étaient là exprès pour nous inviter à décrypter leur mystère et pour en faire quelque chose. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a donc un moyen de décoder le sens de l'épreuve pour en faire le tremplin vers notre mission d'âme. Et vous en avez fait une méthode. Voilà. Et vous en avez fait une méthode que vous décrivez au travers de cet ouvrage qui sort chez nos amis du Lotus et l'éléphant. Transformer ce qui vous plombe en trésor. Vos blessures sont la clé de votre destinée. Et vous allez voir qu'il y a... Alors, ça n'est pas que du théorique, c'est ça qui est intéressant. Parce que il y a... Et notamment, moi, j'ai beaucoup aimé toute la partie où chaque situation est décrite. Chaque épreuve est décrite, chaque ressenti, chaque part d'ombre
nécessite, ou en tout cas, vous l'expliquez sous la forme d'un protocole presque à mettre en place à chaque fois pour se relever. C'est ça? Absolument. C'est ce qui me tient à cœur, en fait. Dans le taoïsme, on parle de yin et de yang. Hein, pour faire très court, le yang, c'est tout ce qui est mis en visibilité, en mouvement, pratico-pratique, analytique, etc. Et le yin, c'est plus quelque chose d'intérieur, impalpable, philosophique, immatériel. Et j'aime ces deux jambes-là. Et on a besoin, hein, c'est en alchimie, l'alliage de l'esprit et de la matière. Et pour qu'on soit en équilibre, il faut les deux. Et c'est pour ça que, à partir de ces philosophies qui parlent d'émotion, qui parlent de transcendance, j'ai eu à cœur d'en faire quelque chose qui soit pratico-pratique. Comment, concrètement, quelle méthode on peut utiliser pour transformer tout ce qui nous plombe la vie, des petites choses comme des choses parfois très lourdes. Parfois lourdes, bien sûr, hein, bien sûr. Et en le décodant, en faire des axes de mouvement. Et donc, dans ce livre, il y a cette partie philosophique, il y a la méthodo décrite pas à pas, et puis il y a 22 ce que j'appelle des blessures archétypales, donc des blessures types, qui sont bien souvent à la racine de l'ensemble de nos maux, hein, qui sont des répliques en fait de nos blessures et de nos mémoires transgénérationnelles. Et ces blessures, ces ombres, ben, elles servent à quoi? Pour nous donner un élan. Et c'est ces élans-là qu'on peut déduire à partir de nos blessures. Le jugement, la critique, la dévalorisation, les blessures d'abandon, toutes ces choses qu'on entend régulièrement dans tous les cabinets de thérapeutes. Et chacun, effectivement, a son approche. Mais vous le disiez, il y a quand même, je pense, des similitudes dans, j'allais dire, la thérapie et le côté pratico-pratique. Même si chacun l'exprime à sa manière, et vous êtes allé l'explorer dans différentes civilisations et dans différentes contrées à travers le monde, mais vous le dites, effectivement, tout se regroupe à un moment donné. On revient au même résultat, à la même analyse. Oui, c'est ça. Et alors, en fait, il y a plein de magnifiques disciplines qui œuvrent à la pacification de l'être, même à la transcendance. À la résilience. Voilà. Et pour moi, il y avait un chaînon manquant. C'est-à-dire que quand j'ai compris qu'il ne suffisait pas de pacifier nos blessures pour passer à autre chose et être dans son alignement, dans son axe, c'est un premier pas fondamental. Identifier notre blessure, notre ombre, nos ombres, parce qu'on n'a pas qu'une. C'est un premier pas fondamental et je l'appelle, on fait la lumière sur l'ombre. Et on exprime même cette ombre-là déjà. Ça permet beaucoup de bien-être et de libération. Quand on ne la ressent pas, quand on ne la connaît pas, quand on sait qu'il y a cette part d'ombre, mais qu'on n'arrive pas à l'identifier. Alors c'est très facile, on a des miroirs. Regarde-toi une bonne fois pour toutes et parle-toi à cœur ouvert. Quand je dis faire la lumière sur l'ombre, la première ombre, en fait, si on n'a pas de problème, à un instant T, tout va bien. Mais vous avez beaucoup de gens qui vous disent « je sais que ça ne va pas ». Mais je ne suis pas capable de savoir pourquoi ça ne va pas. Oui, alors quand je dis regarder dans le miroir, il suffit de décrire des situations qui nous importunent. Quelquefois, c'est des petites choses quotidiennes qui nous agacent, hein, au bureau, à la maison, dans la rue, en voiture. Tout ça, c'est des petites alarmes, en fait. Et puis parfois, c'est beaucoup plus embêtant. C'est des divorces, des deuils, des mal-être émotionnels dans une situation précise. Mais cette situation, comme le disent beaucoup de sagesse, est et une sagesse fondamentale millénaire qu'on appelle la table d'émeraude, hein, l'hermétisme, qui dit que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. La physique quantique, les observations en physique quantique suggèrent la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on induit notre réalité qui se reflète ou se met comme un hologramme, en fait, dans notre réel. Et la tradition Ho'oponopono le dit aussi. C'est-à-dire que les situations extérieures, il les honore, car elles sont des opportunités de comprendre une disharmonie intérieure qui est du même type. Donc, quand on regarde tout ce qui va nous agacer, tout ce qui nous provoque des émotions désagréables, en fait, hein, de la colère, de l'agacement, de la peur ou de la tristesse, avec toutes leurs dérivées qu'on peut imaginer, mais tout ça, ça vient nous dire qu'on a une dissonance analogue que j'appelle la blessure archétypale, qu'elle vienne de disharmonies qui ont eu lieu dans l'enfance,
voulu ou pas, hein, bien souvent, nos parents font du mieux qu'ils peuvent, mais il peut y avoir des maladresses, et surtout, il peut y avoir des mémoires transgénérationnelles. Tout ça, c'est des informations qui vibrent au fond de nous et qui se reflètent. Donc, si y a au travail de l'abus de pouvoir, on peut le prendre comme une fatalité, c'est un peu gênant pour certains, pour d'autres, ça va être carrément insupportable. Mais c'est un miroir pour se dire, il y a une blessure, une dissonance d'abus de pouvoir à l'intérieur de soi, pour mieux en faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment la première étape. Prendre conscience de tout ce qui va être dissonant dans notre vie, et on va en déduire en mettant des mots sur des mots. On commence à jouer avec la langue des oiseaux, avec la langue des alchimistes. On va mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Et ça, c'est la première étape fondamentale que j'évoquais tout à l'heure et il y a beaucoup de disciplines psychocorporelles qui utilisent cette méthode. Sauf que ça suffit pas. C'est une première étape nécessaire, mais ça suffit pas. Il y a toute la transmutation derrière, parce que si nos blessures, on se contente de les accueillir sans rien en faire, elles vont avoir tendance à se répéter parce qu'elles sont pas là pour rien. Elles sont là pour qu'on en fasse quelque chose dans notre vie. Est-ce que c'est une démarche, Charlotte, qui peut se faire seule? Alors, je dirais que pour partie, un travail d'introspection peut se faire seul. Et à certains moments, on a besoin d'un plus petit que soi. On a besoin de quelqu'un qui nous accompagne pour voir dans les angles morts, parce que parfois on n'arrive pas à voir seul. D'ailleurs, les thérapeutes, les coachs, tous ceux qui officient, qui sont des guides pour d'autres, eux-mêmes, ils continuent presque toute leur vie parce qu'ils ont des angles morts. Bien sûr. Et pourquoi est-ce que vous dites coach alchimiste? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la notion de thérapeute? Parce que c'est une thérapie, ce travail que vous préconisez, en tout cas cette introspection dont vous parlez, c'est un travail thérapeutique. Alors, j'ai fait moi-même un travail thérapeutique pour assumer cette singularité. Obligatoirement, j'imagine, commençons par soi-même, évidemment. Parce qu'en fait, je suis à la charnière de ce qu'on appelle le coaching et de la thérapie. Et j'ai mis du temps à assumer de ne pas être ni dans un camp, ni dans l'autre, entre guillemets. Mais là, vous avez choisi coach alchimiste. Parce que, en fait, les deux, pour moi, sont importants. Il y a comprendre, mettre en action d'une façon très opérationnelle dans notre vie, très pragmatique, ce que fait pas forcément la thérapie. Sur la thérapie, on est dans la compréhension, dans l'introspection, la libération, et c'est super. Et moi, j'ai besoin de ces deux jambes. L'une qui est plus yin, dans le Tao, féminine, sur l'intérieur, l'intériorisation. Et la deuxième, où on est dans le pragmatisme. On met en mouvement les choses. Et c'est justement la raison d'être de cette approche, qui correspond d'ailleurs à la dynamique taoïste et alchimique. Comment est-ce qu'on met en mouvement les choses? L'âme agit dans la matière. Comment est-ce qu'on transforme nos ombres pour en faire quelque chose qui soit lumineux dans notre vie et qui corresponde vraiment à notre choix d'incarnation et à notre identité véritable. Alors, ceux qui auraient hiberné quelque temps et qui ne connaîtraient pas Charlotte de Silguy et qui se disent, enfin, quelle légitimité peut avoir Charlotte à nous parler de cette manière-là, travail d'introspection, regarde-toi dans le miroir, etc., etc. Vous allez voir que le parcours de vie de Charlotte est assez incroyable. Quel regard vous avez aujourd'hui avec le recul, cette expression très familière qui dit regardez dans le rétro un peu ce qui se passe. Votre parcours de vie, bon, il y a des épreuves et on va y revenir très brièvement, mais vous dites quand même que dès l'adolescence, vous commencez déjà à vous demander, comme vous le disiez tout à l'heure, pourquoi cette existence, et vous dites au point d'avoir envie de mourir. Oui, alors, les premières questions existentielles que je me suis posées, je devais avoir 7-8 ans. Le désir de mort, c'était plutôt à l'adolescence. Je devais avoir 14-15 ans. Mais c'était juste parce que je trouvais pas de sens à la vie. J'avais l'impression de m'être trompée de planète, en fait. Et que je voulais retourner d'où je venais. Mais cette envie de mourir à 15 ans, je serais pas passée à l'acte. En fait, j'étais beaucoup plus lâche que ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, on m'avait parlé d'un certain Dieu. Et donc, je priais ce Dieu-là pour que je me réveille pas le lendemain matin, en fait. Puis ça a pas vraiment marché. Enfin, ça dénote d'un mal-être. Oui, j'étais en profond mal-être parce que je me sentais en décalage je me sentais en décalage profond avec mes congénères. Je me sentais vraiment très différente. Et deux, quand j'observais les guerres, les choses absurdes que faisaient les adultes, je me disais, mais moi, non, j'ai pas envie de ça.
Découvrez les week-ends ABC Talk à Lille et Lyon. Week-end consacré à l'exploration du soi et à l'expérimentation. 2 jours d'ateliers en immersion totale pour découvrir ensemble les voies de la connaissance de soi, de la reconnexion corporelle, de l'apaisement émotionnel ou encore de l'élévation spirituelle. Imaginologie, shadow work, breathwork, déprogrammation des schémas limitants, boom sonore, rigologie, numérologie, rééquilibrage de l'être, color-décothérapie, hypnose, voyage chamanique, énéagramme, transgénéalogie. 16 heures d'atelier et une occasion d'apprendre et de grandir collectivement avec de précieux savoirs et des outils concrets pour cultiver notre bien-être au quotidien. 2 jours de pleine immersion avec les week-ends ABC Talk à Lyon les 2 et 3 novembre, à Lille les 30 novembre et 1er décembre. Les week-ends ABC Talk, préparez-vous à vivre une expérience collective transformative. Réservation abctalk.fr. Est-ce que ça veut dire que justement votre méthode, celle que vous préconisez dans votre ouvrage, par rapport à l'adolescence et cette période si compliquée, si charnière de l'existence d'un être humain, on peut l'adapter? Oui, j'ai déjà accompagné des adolescents. C'est assez magique parce qu'ils ne sont pas modelés dans le temps avec leurs blessures qui deviennent une référence à laquelle on s'accroche, ou des dogmes, ou des croyances, ou des certitudes. Ils ont l'esprit beaucoup plus malléable. Je ne veux pas dire par là qu'on les influence, mais ils s'ouvrent beaucoup plus facilement et des conditionnements peuvent se défaire beaucoup plus vite que chez des adultes qui ont une quarantaine d'années, par exemple. Et par définition, ils vivent chez leurs parents. Ça veut donc dire que si le travail est fait chez l'adolescent, il doit également être fait chez le parent, parce que sinon, ça risque d'être neutre pour le coup, non? Ou pas? Pas forcément. Non, de pas toute forcément. façon, quand on cherche à comprendre sa vie, à faire une introspection, à découvrir des parts de soi, il faut que ce soit une démarche volontaire, je dirais presque enthousiaste, d'avoir vraiment cette envie-là. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire un travail sur soi s'il n'en a pas envie. Alors, dans les épreuves, il y a les épreuves familiales. Vous parlez de votre frère dans la préparation, qui est polyhandicapé. Là aussi, grand questionnement. Forcément. Forcément. Mon frère Guillaume, qui est décédé il y a 3 ans, était polyhandicapé et lourdement handicapé. Donc, il n'avait pas l'usage de ses jambes ni d'un bras. Il avait une intelligence différente, on va dire. Je ne veux pas appeler ça de l'autisme parce que le mot n'a jamais été prononcé, mais il avait une intelligence vraiment très différente qui correspondait à celle d'un enfant. Et en même temps, c'était un grand sage. Et il bégayait, ce qui fait qu'il était très difficile à comprendre. Donc, en tant que grand frère, c'était mon modèle pour moi. Une référence. Une référence. Et en même temps, on se pose des questions. Pourquoi ce Dieu qui est censé nous aimer, dont on m'a parlé, fait qu'il y a cette souffrance, parce qu'il souffrait physiquement, mon frère, et puis avec toutes les opérations qu'on a faites aussi. Donc forcément, quand vous êtes très petite, et que vous voyez tous les autres jouer facilement, et que vous hésitez entre aller jouer ou rester avec votre frère pour qu'il soit pas tout seul, déjà, ça marque une différence par rapport aux autres. Et moi, je me suis effacée devant ce frère qui prenait la priorité dans la famille. Et ça m'a fait me poser énormément de questions existentielles sur lui, pourquoi lui, et sur moi. J'existe pas, je suis effacée par rapport à ce handicap-là. Ce dont on parlait tout à l'heure avec cette phrase, cette question, et si nos épreuves n'étaient que le fruit du hasard, c'est une épreuve, votre frère, c'est une épreuve dans votre vie. Avec le recul que vous avez aujourd'hui, ça n'est pas le fruit du hasard. Qu'est-ce que vous tirez de cette expérience de vie aux côtés de l'être humain qu'il était? C'est un sujet qui m'émeut beaucoup. Pardon. Si vous souhaitez qu'on passe, okay. on passe. Non, c'est OK. J'aime en parler. C'est juste que ça m'émeut beaucoup. D'abord, l'épreuve, c'est surtout pour lui. Bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Pour la famille aussi. Mais cette épreuve, elle nous a façonnés, je dirais, magnifiquement. Et quand il est parti, j'ai vraiment eu la sensation... D'abord, il était roux avec une barbe rousse. Et quand je l'ai vu sur son lit de mort, je me suis dit, c'est le Christ. Il ressemblait à l'image du Christ, et c'est la première fois que je le voyais comme ça. Et j'ai eu plusieurs fois, avec beaucoup de larmes dans la voix, envie de dire qu'il s'est incarné par sacrifice pour nous. Pour nous permettre, nous, de grandir, d'évoluer, de voir la vie d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment est-ce que vous avez grandi au travers de ce sacrifice? Alors, plein de choses. Dans plein de sens. Déjà, ça a été
une des bases de ma quête et de ce que je suis en train d'accomplir modestement aujourd'hui. Mais déjà, tout simplement, l'accueil de la différence. Et on arrive aussi à ce qui me tient à cœur, c'est derrière un handicap, il y a un génie. Parce que derrière un handicap ou plusieurs handicaps apparents, mon frère était quelqu'un d'extraordinaire, qui était doté d'une grande sagesse dans le relationnel vis-à-vis des autres, dans sa façon de voir et de penser la vie. Et plusieurs fois, nous qui nous disions sur un chemin de quête spirituelle, ma mère, mes sœurs et moi, parce qu'on est toutes dans la même démarche avec cette vocation d'accompagner les autres à aller bien, forcément, il y a quelque chose qui nous emmène là. Bien sûr. Eh bien, ça nous ramenait parfois à certaines réflexions qu'il nous faisait, à nous dire, ben ouais, c'est lui qui a raison, soyons calmes, soyons dans l'instant présent, arrêtons de nous chipoter pour des broutilles. Ça, il vous le disait? Il le disait pas comme ça, parce qu'il s'exprimait pas de cette façon. Mais il disait des phrases très simples, mais lapidaires, qui disaient, par exemple, quand on n'était pas content de quelque chose, il disait « c'est comme c'est » ou « il est comme il est ». Tout simplement. Et donc, quand dans notre quotidien, hein, même si on cherche à être sage, bah, parfois on critique ce qui se passe, on critique peut-être ici et là, et lui, il est comme il est, ou c'est comme c'est. Est-ce que et après, on clôturera évidemment sur votre frère, mais évidemment, il avait cette sagesse et donc cette conscience de son handicap. Quel regard il avait justement sur la vie face au handicap et face à ses sœurs qui, pour le coup, pour lesquelles tout allait bien, enfin, en apparence en tout cas? Eh bien, vous savez, je ne le sais pas très bien. Ok. Parce que c'était très difficile d'avoir des conversations avec lui sur ce sujet-là. Il aimait pas être avec des personnes handicapées. Il était dans un centre pour des raisons pratiques. Et il aimait pas ça. Sa seule envie, c'était de vivre avec l'ensemble de sa famille. Et il aimait pas trop qu'on aborde les histoires en lien avec son handicap. D'accord. Donc, d'abord, merci en tout cas de nous livrer ça de votre part très intime, familiale. Dans les épreuves de vie, parce qu'encore une fois, c'est ça, hein, la thématique, c'est nos épreuves qui deviennent évidemment qui ne sont pas là par hasard et qui seraient, après vous, le tremplin vers notre juste voie. Alors, il y a des choses dans votre vie juste incroyables qui vous arrivent. 25 ans, l'assassinat d'un ami d'enfance, les ruptures amoureuses extrêmement douloureuses. Quand on les vit, on l'a bien compris, c'est très difficile d'avoir la tête hors de l'eau et d'avoir le recul suffisant. Aujourd'hui, quand vous vous replongez, quand vous vous remémorez, quand vous avez écrit tout ce que vous avez écrit, pourquoi est-ce que vous deviez vivre ces épreuves-là? La réponse est donc presque dans la question. En fait, avec du recul, ma vie n'est pas terminée. J'ai peut-être d'autres choses, d'autres voies. Mais jusqu'à présent, je vois aujourd'hui l'enchaînement logique d'événements compliqués a priori disparates. Et j'ai eu l'impression, notamment quand j'ai vécu cette tentative d'assassinat à mon égard, comme si le temps s'était cristallisé pour me dire, c'est comme si tous les ingrédients précédents de ma vie m'amenaient là, que c'était comme une pièce maîtresse du puzzle, et que de là, c'était un autre Bing Bang pour m'emmener vers un ailleurs, me propulser vers moi-même en fait. Et j'aime bien dire que j'ai dû être confrontée à la mort pour trouver le sens de ma vie. Et en même temps, comme la mort était très présente en moi dans mes désirs d'avant, et dans mes mémoires transgénérationnelles, un lien bizarre avec la mort, c'était comme une blessure archétypale, et je l'avais tellement voulu qu'elle s'est manifestée, ou la possibilité qu'elle se manifeste à un moment prématuré est arrivée, sauf qu'à ce moment-là, j'avais plus envie qu'elle soit là, de mourir. Bien sûr. Mais alors, je vais pas dire tous les ingrédients de ma vie qui ont concouru à cet événement, et
moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu des épreuves extraordinaires, à part ça, qui n'arrivent pas à tout le monde. C'est le moins qu'on puisse Et dire. on traverse tous des Bien coups sûr, durs, non, mais bien sûr, bien sûr. Et justement, c'est ça le regard que j'ai envie de porter, c'est si on fait l'analyse de tous les coups durs qui nous arrivent, on peut y voir une suite logique qui nous amène à un endroit qui est maintenant, et cet endroit qui est maintenant va nous emmener un autre endroit qui est plus tard. Mais que ce soit la personnalité de ma grand-mère, que ce soit mon frère, que ce soit les différentes morts que j'ai vécues dans mon enfance, que ce soit le divorce de mes parents, que ce soit les relations compliquées que j'ai eues avec mon père, ou avec ma mère à certains moments, tout était des ingrédients métaphoriques pour me dire qui j'étais et ce que j'avais à transmuter pour être sur mon juste chemin. Les épreuves qui parfois engendrent des traumas, ça veut dire que ces traumas, ce sont des gens qui n'ont pas fait le chemin que vous faites là? C'est difficile de répondre à cette question parce que c'est assez culpabilisant. Et tout est juste. J'aime bien parler par métaphore et dire que théoriquement, sauf exception, je crois qu'on a des petites alarmes, des petits signes dans notre vie qui nous invitent au changement. Un peu comme une alarme dans une voiture, vous savez, si on met pas sa ceinture de sécurité, ça commence par des petites choses qui sont pas gênantes, puis après ça devient carrément insupportable au point qu'on la met, sa ceinture. Et donc, parfois, il y a un désagrément majeur, que ce soit un coup dur sur la santé ou dans la famille, parce que on n'est plus tout à fait sur le juste chemin. Et parfois, je suppose, parce que je ne sais pas tout, qu'il y a des ingrédients clés qui ne sont pas de notre faute. C'est pas parce qu'on n'a pas travaillé sur nous, mais qui sont là pour nous créer des bifurcations dans notre vie, dans un but précis. Que ce soit un deuil tragique, que ce soit une maladie. Une maladie, je pense que vous avez autour de vous des gens qui ont transformé leur être après un cancer ou autre, parce que ça vous transforme et ça permet de revenir sur soi pour comprendre ce pourquoi on est vraiment fait. Donc, il y a les deux, en fait. Si régulièrement, il y a des choses qu'on veut pas voir parce que ça nous énerve et qu'on fait l'autruche, oui, à un moment donné, ça va être plus fort. Et puis parfois, il y a comme des rendez-vous, comme celui que j'ai vécu en 2004 avec ce schizophrène, psychopathe. Cette tentative d'assassinat. Mais je pense que c'était comme inscrit dans mon dharma, dans ma vie, et qu'il fallait que je traverse ça. Je crois vraiment que possiblement on se donne des rendez-vous d'âme et que justement ce qu'on appelle nos ennemis ou nos bourreaux, ce sont ceux qui vont nous faire les plus belles transformations parfois. Wow. Parce que c'est eux qui nous font réagir. Et la chance que j'ai eue, moi, quand j'ai vécu cette tentative d'assassinat, c'est d'avoir des synchronicités très étonnantes qui m'ont fait prendre conscience qu'on me prévenait qu'il allait avoir ça et que j'allais être dans un état d'esprit très différent. J'ai eu la chance de ressentir de la gratitude pour mon agresseur. Je suis même pas passée par la case « pardon », j'en ai même pas eu besoin parce que c'était une évidence. J'ai compris, alors pas instantanément, mais le lendemain, qu'il était sur mon chemin pour me faire un bond en avant. Et c'était pas mon mental, c'était pas une analyse à ce moment-là. C'était une émotion tellement forte parce que j'ai compris quelque chose suite à des synchronicités qui m'ont fait remercier cet être qui était là pour me propulser quelque part. Ouais, donc tout est juste. Eh oui. De toute façon, tout est juste puisque on induit les choses. Il ne s'agit pas de se culpabiliser, mais si on a en soi une information que j'avais en moi, de par mes mémoires transgénérationnelles, et qui disait assassinat, parce qu'il y a eu d'autres assassinats dans ma jeunesse, ou de proches, etc., ça veut dire que si j'ai un problème avec l'assassinat, je l'ai en moi. En l'occurrence, ça vient de mémoire transgénérationnelle. Si je ne fais rien de cette blessure-là, elle va se manifester dans ma vie de manière pas agréable, voire carrément forte. Et à moi de faire quelque chose de ça. C'est une matière première, c'est une énergie, et on arrivera à la méthode tranquillement, mais qui demande à être déjà reconnue comme
comme une blessure, comme une dissonance, pour pouvoir la transmuter en une force de vie. Alors aujourd'hui, encore une fois, avec le recul, vous avez cette analyse, vous avez cette explication parce que vous avez cheminé, vous avez travaillé, vous vous êtes beaucoup formé et vous vous êtes aussi inspiré de toute cette dimension ancestrale jusqu'à en faire cette méthode qu'on va évoquer dans un instant. Mais lorsque, en 2004, il vous arrive ça, les jours qui suivent, qu'est-ce que vous faites? Quand on vit un événement, une épreuve, aussi traumatisante soit-elle, telle qu'une tentative, qu'est-ce que vous faites derrière? Comment est-ce que vous analysez la chose et comment est-ce que vous vous dites, parce qu'on ne peut pas croire qu'on se dise « Ah, j'ai vécu ça, c'est un signe, il y a une explication, je vais rebondir sur ça. » Non. Alors, pour ce cas précis, je pense que j'ai été tellement guidée que même s'il y a d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi, que je vais dire dans un instant, je ne peux pas dire que j'ai été traumatisée. Okay. Grâce justement à la belle lumière que j'ai vue derrière, pendant et derrière. Cependant, j'ai quand même fait le MDR, des trucs pour enlever l'émotionnel, parce qu'au fond de moi, il y avait quand même, ça faisait résonance avec quelque chose qui était difficile et douloureux. Ce qui s'est passé, alors je réponds pas tout de suite à votre question, mais vas-y, je vous en prie. C'est que ça faisait déjà un moment que j'étais sur un chemin de quête spirituelle, que je méditais un peu, que je regardais des jolis livres, de belles histoires métaphoriques, de spirituelles, etc. Mais j'avais beaucoup de mal à être en pleine présence avec ce monde que j'appelle le monde de l'au-delà, même en méditant. Bien que, depuis toute jeune, j'avais une sorte de prédisposition parce que j'avais des capacités médiumniques, je faisais des rêves prémonitoires, je ressentais des choses très fortes, j'avais l'impression parfois de voir dans l'invisible. Mais c'était toujours par hasard, c'était jamais une connexion volontaire. Et là, pendant que la personne était devant moi avec son couteau, j'ai été guidée. J'ai eu une voix intérieure ou extérieure, je sais pas très bien, qui me disait de rester calme et de rien faire alors que je m'apprêtais à me défendre. Et j'ai été plongée dans un état de transe méditative. En fait, j'ai été, je sais pas si c'est une dissociation, si je suis sortie de mon corps. J'avais l'impression d'être pleinement là, et puis en même temps dans un autre espace-temps où c'était un état de grâce. J'étais en connexion avec le cosmos, avec des archanges, et c'était juste sublime. Donc pas de peur. J'étais pas du tout dans la peur, j'étais dans une sérénité absolue. Je sais pas combien de temps il s'est passé. Je sais pas si c'est 1 ou 2 minutes ou si c'est une demi-heure. Et quand je suis revenue à moi, l'homme n'était plus là. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce laps de temps. J'ai pas de séquelles physiques, en tout cas. Et c'est à ce moment-là, quand je suis sortie de cette transe méditative, que j'ai eu peur, que j'avais le cœur qui battait, et j'ai fait aussitôt le nécessaire de façon très pragmatique pour avertir les gens de l'immeuble qu'il y avait un fou dangereux et tout ça. Est-ce que c'est la peur qui aurait pu vous mettre dans cet état de transe? L'état de sidération? Honnêtement, je ne crois pas. Je ne sais pas. J'ai eu l'impression que j'ai été guidée par des êtres spirituels qui étaient là. Après, c'est l'histoire que je me raconte. Mais c'est un fait que... Alors, ce que je dois dire aussi, que je raconte dans mon premier livre, L'effet chrysalide, qui raconte justement cette histoire très initiatrice. C'est que la veille de mon agression, j'étais tombée sur une citation d'Oscar Wilde, qui disait quelque chose comme la prière, lorsqu'elle est entendue, ce n'est plus une prière, c'est une correspondance. Par hasard, je suis tombée sur cette citation. Oh, c'est joli, voilà. Et le lendemain de mon agression, j'étais à un séminaire de praticiens en acupuncture, et un conférencier commence son discours en disant la même citation. Wow. Or, moi, je m'étais mis en situation de prière, parce que quand j'ai commencé à me mettre en transe, j'ai commencé à demander de l'aide. Et donc, c'était une prière fervente. Et j'ai eu
une réponse. Et donc, c'était une communication avec ce qui s'appelle l'au-delà, quelque part. Wow. Et donc, cet événement-là et la façon dont il a été entouré m'a permis de l'intégrer et d'avoir cette joie et cette gratitude vis-à-vis de mon agresseur qui, pour moi, est venu, d'une part, pour me permettre d'expérimenter cette conscience, cette connaissance expérimentée d'un monde au-delà, invisible, et par la suite, puisque ça m'a propulsé vers des chemins qui correspondent à ce qui est l'axe de ma vie aujourd'hui, où je n'étais pas du tout. Parce qu'effectivement, on n'a pas énormément parlé de votre cursus, qui est assez exemplaire quand même. Hein. C'est vrai, vous avez un master, vous avez passé un master à l'Institut des langues et civilisations orientales, vous avez travaillé dans un très très grand groupe aux 3 lettres, en Chine et en France, aux ressources humaines internationales, dans le développement durable, etc., etc. Et vous avez même, c'est vous qui avez instauré au sein de cette grande entreprise française, avec 3000 collaborateurs, la thématique de la méditation? Oui. Un jour où j'allais pas très bien, je suis allée dans le petit parc du siège de ce groupe. Ouais. Et je me suis allongée dans l'herbe et j'ai demandé de l'aide, là encore. Et j'ai demandé à être guidée. Et là, j'ai entendu médite et fais-les méditer. Et aussitôt, je suis rentrée à mon bureau et au lieu de faire ce que je devais faire, j'ai appelé ici et là en disant je vais faire des séances de méditation. Qui vient. Voilà. Et ça a commencé, on était 3-4, et pour finir, après, on était progressivement 15, 20 sur le siège. Et puis après, juste avant le confinement, on faisait méditer en visio. Et il y avait parfois plus de 3000 personnes qui étaient là. Voilà. Mais vous êtes habité. Sincèrement. Et là, je vais vous dire un truc. C'est que je suis content que vous m'ayez dit que vous aviez cette médiumnité parce que certaines personnes qui ont quand même un cursus universitaire qui est exemplaire comme le vôtre et qui ont cet esprit un peu parfois cartésien pour arriver à ce cursus disent « j'ai une intuition plus. J'ai une médiumnité, point barre. » Vous l'avez dit, j'ai effectivement de la clairaudience, vous entendez, vous percevez, et ça, vous l'assumez en tout cas depuis toujours. Je crois que tout le monde l'a. Oui. Parce que c'est notre partie qui est connectée à l'invisible, que j'appelle la partie féminine de l'être. J'avais un handicap, moi, au début, c'est qu'en fait, j'avais les 2 dimensions très présentes dans ma vie. Je suis quelqu'un de très analytique, très cérébral. Je me réfugie dans ma tête. J'aime ce qui est pragmatique, concret, pratique. J'adore les tableaux Excel. J'ai adoré bosser avec des ingénieurs. J'aime beaucoup ça. Et à côté, j'ai fait un certain nombre de choses assez barrées pour le commun des mortels dans le chamanisme, dans les voyages astraux, dans les régressions dans les vies antérieures. Sauf que ces 2 mondes ne cohabitaient pas parce que je ne voyais pas comment ils pouvaient cohabiter ensemble. C'est ce que j'appelle la blessure ou la dissonance de séparation yin-yang, où ça ne peut pas matcher. Ça ne peut pas aller ensemble. Mais c'était une croyance. Et pour moi, c'était un handicap. Je faisais le grand écart entre ces mondes. Et pourquoi, pardonnez-moi, pourquoi fallait-il choisir? Vous auriez pu mener les 2 de front, c'est-à-dire utiliser l'un professionnellement et l'autre comme un hobby, comme une passion. Mais c'est ce que je faisais. Mais il n'y avait pas de passerelle entre les 2. C'était 2 jambes différentes qui marchaient en parallèle. Hein. J'ai fait les 2. Toute ma vie, j'ai fait les 2 en parallèle, en fait. Mais je me voyais pas être avec mes ingénieurs du nucléaire. Bien sûr. Alors disant ouais, ce week-end j'ai fait une cérémonie chamanique, je suis partie dans les limbes, c'était top. Ils auraient peut-être dit elle on va peut-être pas la mettre là parce que c'est peut-être pas si fiable que ça. Hein. Et quand j'étais avec mes amis de développement de l'être, spiritualité, j'étais mal à l'aise à dire que je bottais avec des ingénieurs du nucléaire. C'est ça. Hein. Mais le jour où je me suis dit, mais finalement, c'est pas un handicap, c'est un atout, et je vais relier les 2, comme on dit dans le monde de l'électricité, hein, vous aurez compris que je travaille à EDF. Dans le monde de l'électricité, un des b.a.-ba, pour que l'électricité se fasse, pour que la lumière arrive, et pour que le mouvement se fasse, parce que j'ai aussi bossé dans les voitures électriques, on branche le pôle plus avec le pôle moins. S'il y en a un qui est défectueux
parce qu'on a associé des choses pas très glamour avec ce qu'on appelle le masculin ou le féminin. Donc il y a une dysfonction, on ne peut pas brancher. Et donc c'est ce que j'appelle le couple alchimique, le couple harmonieux du yin et du yang. Si vous branchez le pôle féminin de votre être avec le pôle masculin de votre être, en ayant fait la paix avec les deux, et là le courant passe. Et là c'est magique, parce que la lumière se fait. Si on oublie notre partie féminine, par exemple la médiumnité, et je culpabilise personne, c'est juste que dans notre enfance, on a appris, on a été conditionné, et ça c'est planétaire, quasiment, pour ne pas rendre fiable ces dimensions immatérielles de l'être. Ça commence, il y a un vrai mouvement depuis quelques années, mais aujourd'hui, le Dieu c'est la science, le Dieu c'est l'argent. Passer ça, le reste, peut-être si on a le temps. Mais si on marie harmonieusement l'action et la réflexion, le lien avec l'invisible et le monde de l'action, de la finance, pourquoi pas, eh bien c'est à ce moment-là que les choses se font et sont en alignement. À quel moment vous switchez? Vous décidez d'écrire, évidemment, et ensuite de mettre noir sur blanc votre accompagnement au travers de votre méthode? Alors la première fois que j'ai switché, c'est pour mon premier livre. Où j'ai osé faire quelque chose qui était absolument impossible et difficile pour moi, c'était me mettre en lumière. J'ai cru comprendre ça. Alors, pour quelqu'un qui avait des difficultés à s'exprimer avec la prise de parole en public, vous êtes plutôt très à l'aise. Parce que maintenant, ça fait une quinzaine d'années. Bah oui. Mais au début, je me réfugiais dans les toilettes quand j'avais des prises de parole à faire en public, au travail, et je voulais pas y aller. J'avais des nœuds dans les intestins. Et je le comprends maintenant, parce que ma zone de confort, c'était l'ombre, pour plein de raisons métaphoriques. Et donc, ma quête, qui était la lumière, c'était, comme dit Carl Gustav Jung, là où est l'angoisse, là est la tâche. J'avais vraiment une peur panique de la lumière. Et donc, le jour où j'ai osé me mettre en lumière, en dévoilant ce que j'avais vraiment au fond de moi, c'est-à-dire cette conscience, cette certitude que nos épreuves sont les tremplins de notre destinée, parce qu'avant je le gardais pour moi, je le disais même pas à mes amis, ou aux très proches, je l'évoquais comme ça. Il s'est passé quelque chose de fabuleux. L'histoire est un peu longue, je ne vais pas tout raconter là, mais en gros, il y a eu beaucoup plus de monde que prévu. Et les personnes venaient me voir à la fin de la conférence dédicace pour mon livre, en me disant, est-ce que vous faites des accompagnements? Et je disais, non, je ne fais pas ça. Parce qu'on veut connaître la méthode. Voilà, il a fallu que 4 personnes me demandent. Je dis, mais pourquoi? J'ai vu un signe. Et c'est là que j'ai commencé à me lancer. Et après, ça a été, il faut que tu transmettes ta méthode à d'autres. Moi, si j'avais été prof de yoga, c'était facile de transmettre une méthode. Je transmets un ballon que je connais déjà, mais transmettre quelque chose que j'avais créé moi-même, je ne me sentais pas si légitime que ça. J'ai encore des doutes. Heureusement, ils me font avancer et enlever un certain nombre de certitudes qui pourraient faire reculer. Et donc le deuxième livre, c'était des signes, et je l'ai même pas voulu. On est venu me chercher, la maison d'édition est venue me chercher pour l'écrire parce qu'ils en avaient entendu parler, ce qui est une chance rarissime. En général, les auteurs, ils sont plutôt en recherche d'éditeurs. Et moi, j'ai eu 2 maisons d'édition qui sont venues à 2 jours d'intervalle pendant le confinement me dire est-ce que vous voulez... Si avec ça, vous n'avez pas compris... Voilà. On est d'accord. Il était l'heure de transmettre à un plus grand nombre que simplement les personnes que j'accompagnais. Comment présenter, parce qu'encore une fois, évidemment, il faut lire les ouvrages de Charlotte de Silguy, mais comment présenter votre méthode? Comment s'articule-t-elle? Est-ce que c'est moi, j'emploie le mot thérapie, parce qu'effectivement, à partir du moment où elle fait du bien, c'est une thérapie. Pour moi, en tout cas, vous me direz si je me trompe. Est-ce que ça fait partie des thérapies courtes? Est-ce que on s'engage sur une thérapie longue? Et comment la présenter? Comment s'harmonise-t-elle? Alors, sur la longueur, il n'y a pas de règle. Il y a des transformations qui peuvent s'opérer d'une façon fulgurante, je l'ai vu, parfois même à mon cabinet, à l'instant T, une prise de conscience telle qu'il y a eu la matérialisation de la solution d'un problème et la bifurcation aussitôt. Une séance? Oui. Alors, c'était peut-être pas la première séance, mais disons qu'en séance, sur un sujet précis,
la prise de conscience et la matérialisation de la transformation, c'est opéré. On est hors de l'espace et du temps, l'énergie est hors de l'espace et du temps, et parfois, la transformation peut être vraiment fulgurante sur le moment ou le lendemain. Mais il arrive aussi que ça prenne plus de temps, hein, et parfois, les transformations prennent quelques jours, quelques semaines, et même quelques mois. Quand on a une blessure qui est engrammée en nous depuis longtemps et qu'en plus, elle vient de génération en génération, il y a un certain temps pour que ça lâche et le corps sait à quel moment c'est juste que ça se transforme. Comment vous allez rechercher ce transgénérationnel si on prend le cas précis d'un engrammage transgénérationnel pour le coup? Alors, je vous raconterai la méthode après. Oui, allez-y. Alors là, c'est plus délicat et je suis encore en chemin à ce sujet parce que les mémoires transgénérationnelles, pour moi, c'est assez récent et c'est lié à une épreuve personnelle qui m'a poussée à aller voir ça. En gros, j'ai été victime d'un détournement d'héritage à la mort de mon père et j'ai remarqué dans quel état émotionnel ça me mettait. Qui était au-delà, pour moi, du raisonnable. Et j'ai vu que dans mes mémoires familiales de maman et de papa, il y avait déjà eu des détournements d'héritage. Et dans la méthode que je décrirai plus en détail dans un instant, il y a un jeu d'inversion des polarités de nos blessures et d'utilisation de la blessure dans sa version lumineuse. Et donc là, j'ai compris qu'il m'était demandé de stopper les détournements d'héritage symboliques, hein, c'est-à-dire qu'on hérite de quelque chose, on l'utilise et on arrête de s'en détourner. Et les héritages au sens large, ça peut être les sagesses anciennes, hein, mais ça peut être notre héritage, ce qu'on est venu léguer en fait à la planète. Et puis la version lumineuse du détournement d'héritage, c'est qu'il m'est demandé de détourner les héritages de leur version ombre, les legs transgénérationnels, pour en faire quelque chose de lumineux, parce que comme c'est dit dans le Tao et dans un certain nombre de textes anciens, notre âme, elle va choisir un terreau pour s'incarner, une sorte de moule, qui est choisi avec différents ingrédients, où il y a des petites fêlures qui vont faire les décorations du gâteau, pour reprendre cette métaphore. Hein, et donc, là, c'est aussi facile, il suffit de regarder dans le miroir. Qu'est-ce qui nous enquiquine et qui correspond pas vraiment à notre histoire d'enfant, qui potentiellement vient d'un grand-père ou d'une mère ou d'un père ou de beaucoup plus ancien que ça. Et quand on commence à chercher, alors bien sûr on n'a pas accès à toutes les informations, mais quand on commence à chercher, de mon expérience, les informations dont on a besoin viennent. Comme par hasard, une cousine qui nous parle de notre arrière-grand-mère. Et là, ça fait sens par rapport à la résonance ou à la réplique de quelque chose qui se joue. Je suis pas une experte en matière de mémoire transgénérationnelle, mais c'est quelque chose que j'incorpore dans mes accompagnements. Il y a plein de psychothérapeutes transgénérationnels, il y a aussi les constellations familiales qui œuvrent à ça. Bien sûr. En tout cas, pour aller chercher ces parts d'ombre, en tout cas analyser ces parts d'ombre, incontestablement, il faut, à un moment donné, faire ce travail-là. Si c'est le chemin, si c'est juste pour chacun, je ne sais pas si c'est juste pour tout le monde. Mais par exemple, moi, quand j'ai compris que mon arrière-grand-père avait été colonel et que possiblement la notion d'assassinat venait de lui, non pas en étant victime, mais peut-être quand on est colonel dans les colonies asiatiques. Je sais pas trop ce qu'on fait, mais peut-être on n'est pas un enfant de cœur. Là, ça m'a permis d'accueillir ça, de pardonner, et puis surtout aussi de transmuter derrière. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Alors, on sent bien que vous avez des bagages extraordinaires. Il faut structurer tout ça pour en faire une méthode, qu'elle soit pédagogique, qui plus est, qu'elle soit compréhensible et qu'elle soit surtout adaptable à l'ensemble de ceux qui lisent. C'est ça, sans doute, le premier challenge. Alors, il se trouve que parmi les blessures que j'ai une blessure d'incompréhension. Et donc, ce qui me tient à cœur, c'est de rendre intelligible, d'être comprise dans tous les sens du mot comprise. Et donc, cette méthode, elle est hyper simple, en fait. Et je l'ai voulu le plus simple possible. Et je vais la décrire dans un instant. Mais pour certaines personnes, elle peut paraître complexe. Non pas qu'elle l'est,
Mais c'est simplement que comme c'est aux antipodes des codes culturels et de façons de penser habituelles, ça nous paraît abscon. Je vous donne un exemple. Quand, à 18 ans, je suis partie apprendre le chinois, j'ai trouvé ça hyper facile. Les gens me disaient, mais c'est hyper difficile. On se dit que c'est difficile parce que c'est très différent. Vous vous souvenez? C'est très différent et on se dit, ah là là, ça va être difficile. Ben, j'ai eu plus de facilité à apprendre le chinois qu'à apprendre l'allemand. Et pourtant, j'avais vécu en Allemagne. Mais parce que j'ai été très motivée par la chose. Donc, pour en revenir à la méthode, en fait, elle est très simple. L'idée, c'est de considérer nos épreuves au sens photographique du terme. Pour ceux qui se souviennent des appareils argentiques. Quand on regarde le négatif, l'épreuve négative, eh bien, on peut deviner l'image positive qui correspond à son inverse. Et donc, le but du jeu, ça va être d'identifier des quêtes qu'on porte en soi et des aptitudes qui, pour partie, vont être l'opposé littéral de notre blessure. Si je remonte d'un cran, la lumière, si je remonte dans les sagesses anciennes, la lumière, pour s'expérimenter, a besoin de son adversus, son opposé. L'opposé de la lumière, c'est l'ombre, mais c'est aussi la matière. Et en fait, elle fait les deux. Elle va s'incarner pour se connaître en traversant des ombres pour mieux courir vers sa quête de lumière qui correspond. Dans l'acte 1 de notre vie, on va traverser quelque chose qui correspond à l'inverse de là où on doit aller. Si je prends l'exemple du général de Gaulle, l'âme, en choisissant de s'incarner en tant que général de Gaulle, c'est parce qu'il avait décidé d'œuvrer à une forme de liberté, de libération, où on repousse l'envahisseur, qui est enfermant et dénaturant. Et dans son enfance, il a choisi de vivre des enfermements, des empêchés de se liberté, des envahissements, pour mieux le préparer à avoir cette quête. C'est tellement insupportable qu'on va à l'inverse. Si je veux œuvrer à la notion de chaleur, pour prendre un exemple métaphorique, je vais commencer par le froid. Parce que si je suis déjà en liberté, je veux pas me mettre en quête, je vais pas avoir envie d'œuvrer avec elle. Si je suis déjà dans la chaleur, que faire de la chaleur? J'ai besoin du froid pour me propulser vers la chaleur. C'est le subterfuge qu'a trouvé l'amour universel, la conscience cosmique, le divin, on l'appelle comme on veut, le grand tout, qui comme il est dit dans le Tao, se subdivise en des innombrables petites lumières qui vont traverser quelque chose pour se donner l'élan. Et il y a une inversion yin-yang, comme c'est dit dans le Yiking, ce qui est yin va devenir yang et vice-versa. Et il y a même Lao Tse qui a dit trop loin à l'est, c'est l'ouest. Déjà, il y a 1500 ans, on savait que la Terre était ronde. Pour en revenir à la méthode, donc le but du jeu, c'est faire la lumière sur l'ombre, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de pétrir les mots et de mettre vraiment des mots précis sur des mots. Parce que la texture du mot est importante. Si on a une blessure d'injustice, c'est quelle injustice? Est-ce que c'est de l'inéquité? Est-ce que c'est les forts attaquent les faibles? Est-ce que c'est je donne tout et j'ai rien en échange? Vous voyez? Et donc vraiment de mettre les justes mots qu'on va ensuite transmuter. Ainsi, si j'ai une blessure de mensonge, dans ma vie d'enfant, quelquefois, ça peut être des toutes petites dissonances liées à Papa Noël, mais ça laisse une impression de mensonge de la part des adultes. Parfois, c'est plus gros. Et donc, c'est que mon âme a choisi de traverser l'ombre du mensonge pour le transformer en son opposé. Donc, son opposé, si on est littéral, c'est stop au mensonge. On arrête de se mentir, on arrête de mentir, mais c'est aussi la vérité, avec un petit V ou un grand V. Et c'est la nature, le vrai, l'authentique. Donc ça, c'est la première partie de la transmutation. On va rechercher le mot littéralement à l'opposé et considérer qu'on a des talents et des quêtes qui correspondent à une des pièces du puzzle de notre destinée. C'est à une des pièces du puzzle. Bien sûr, on n'a pas qu'une blessure. On en a plusieurs. Et donc, le but du jeu, ça va être de décrypter l'ensemble de nos blessures pour identifier tous les indices, en fait, de notre valeur ajoutée au monde et ensuite de la mettre en œuvre. Oui, c'est le même schéma pour chaque blessure.
Ah bah pour chaque blessure, on va à l'opposé littéral. Ouais, c'est la ça. première partie. J'ai pas Mhm. encore parlé de la deuxième partie. Ok. Transmuter l'ombre en lumière. Voilà. Exactement. C'est un peu l'œuvre au blanc des alchimistes. Hein, c'est la métaphore de l'eau. Et on lave. Et donc, première partie, on va à l'opposé littéral. Et deuxième partie, on va laver la blessure de sa souffrance. Je reprends l'exemple du mensonge. Le mensonge, culturellement, c'est pas bien. C'est non, pas mentir. Et moi, je vois pas le mensonge, je vois pas le mot mensonge, je vois l'énergie du mensonge. Et si on lave l'énergie, plutôt la substance toxique du mensonge, on peut y voir quelque chose de beau. Par exemple, ne pas dire la vérité trop crue à des enfants, déjà, béaba. Mais aussi, si on fait un jeu de rôle, si on est un acteur, si on fait des effets spéciaux, si on fait du maquillage, ou si on fait des édulcorants, des placebos. Tout ça, c'est du faux, mais c'est pour la bonne cause. Il n'y a pas d'intention malveillante dedans. Donc, j'observe l'énergie du mensonge. Je prends cet exemple qui peut être un petit peu provoque pour dire que chaque blessure, si on fait l'œuvre au blanc des alchimistes et que on la lave de sa substance toxique, en n'y voyant qu'une énergie qui peut être au service de quelque chose de beau, eh bien, à ce moment-là, on est dans notre axe. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre psyché? C'est que bien souvent, on n'a pas envie d'aller là où ça fait peur, ni d'aller là où ça fait mal. Notre quête, elle fait peur. Parce qu'elle est à l'opposé de notre zone connue. Et en fait, l'inconscient, quelque part, si je peux m'exprimer ainsi, il va préférer ce qu'il connaît, quitte à ce que ça fasse mal, évidemment, plutôt que ce qu'il connaît pas, parce que ça fait peur. Donc on a du mal parfois à aller vers nos quêtes, parce qu'on croit qu'il y a du danger. Et on va répéter, puisqu'on va préférer notre prison dorée, on va répéter les choses qui nous font mal, qu'on va préférer. Et du coup, là, l'idée, c'est d'être, OK, on garde l'énergie noble, la fréquence, quelque part, pour parler un peu en termes de science, générée par cette blessure ou cette dissonance, mais on va la purifier, on va en faire quelque chose de beau. Et ça, on peut le faire avec l'abandon. J'ai une blessure d'abandon. OK, ben c'est que dans ma vie, j'ai à œuvrer à l'abandon pour la polarité lumineuse de la blessure. Et donc, abandon, ben j'abandonne des gens... j'abandonne j'aide des personnes, par exemple, à abandonner des mauvaises habitudes. Hein, par exemple, c'est ça la polarité lumineuse. Si je suis médecin et que j'aide des personnes qui sont dépendantes à des drogues ou à des addictions diverses et variées, ben j'ai besoin de cette énergie de l'abandon pour inspirer d'abandonner quelque chose. C'est un exemple parmi d'autres. Et ensuite, donc l'idée, je vais prendre le mariage alchimique, métaphorique du chaud et du froid pour que ce soit très parlant, mais on peut faire avec toutes les blessures. J'ai une blessure de froid, c'est que dans ma vie, j'ai à œuvrer avec la notion de chaleur. Mais j'ai aussi à œuvrer avec le froid. Je dois enlever, alors pas enlever la croyance, mais ouvrir mes écoutilles pour considérer que le froid n'est pas que mauvais. Dans certains contextes, il peut faire mal, et voire même faire mourir. Mais le froid peut aussi être bénéfique. Et quand je m'ouvre à cette possibilité-là, je libère quelque chose, j'ouvre la lumière associée au froid, et les opportunités d'un froid bénéfique vont venir dans ma vie. Et après, j'ai à marier, faire ce fameux mariage alchimique du yin et du yang, du chaud et du froid, que ce soit pour faire des vêtements chauds pour les gens qui vont au pôle Nord ou donner des glaces à ceux qui ont chaud. Mais je fais ce mariage parce que j'ai purifié l'opposé où j'ai enlevé la peur. Hein, j'ai démythifié cette peur d'aller vers ma quête et j'ai lavé la souffrance de la blessure. Et quand je fais ça intérieurement et qu'en plus je passe à l'action pour vraiment accueillir et expérimenter que l'opposé et la version lumineuse de notre blessure archétypale ne font ni peur ni mal, à ce moment-là se crée un déclenchement intérieur qui crée des transformations intérieures et extérieures. Parce que là, j'étais là, je voulais pas aller à droite parce que j'ai mal ou j'ai peur. Mais si j'ouvre à ce moment-là,
j'ai plein d'opportunités qui s'ouvrent à moi, des synchronicités, des nouvelles idées, des envies, des peurs qui disparaissent, pour aller vraiment là où mon âme a voulu me conduire. Waouh! Et ça, vous l'avez expérimenté d'abord sur vous. Ah bah oui, au départ, c'était tellement iconoclaste, même si c'était corroboré par plein de sagesses différentes, Oui. que j'ai commencé par mon propre terrain de jeu. Mon terre 1 de jeu. En langage des oiseaux. Après, j'en ai parlé un peu à droite à gauche, et puis quand j'ai vu que ça faisait sens pour certaines personnes, j'ai osé me lancer. Et puis, même, je forme maintenant des coachs et des thérapeutes à cette méthode qui l'utilisent dans leurs propres accompagnements. Donnez-nous un exemple d'un accompagnement et d'une transformation. Quelqu'un qui vient avec une problématique, quelle est sa part d'ombre, comment faire rejaillir justement la lumière de cette part d'ombre et qui vous a profondément marqué, le fameux avant-après. Il y en a plusieurs qui sont très marquants. Je vais en prendre un qui est assez emblématique parce qu'à mon avis, il correspond à un coming out qu'on est nombreux à oser faire, chacun à notre manière, et qui correspond à ce que j'appelle le féminin sacré. C'est un homme que j'ai accompagné, qui était des dirigeants pendant très longtemps. Et à un moment donné, il avait des difficultés avec des femmes, et notamment le côté mystique des femmes, ou le côté irrationnel des femmes. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, même si je ne le nomme pas, mais l'accompagnement a fait qu'il a retrouvé ce qu'il aimait quand il était petit et pour lequel il avait fermé la porte, c'est-à-dire une démarche spirituelle. Un dirigeant très pragmatique qui avait complètement fermé la porte à cette dimension de sa vie jusqu'à ce qu'il ait une quinzaine d'années à peu près. Et la vie lui disait, en fait, lui montrait qu'il avait associé à la spiritualité quelque chose de déraisonnable ou de préjudiciable, et qu'il était l'heure pour lui de sublimer, de retrouver ça, de le sublimer, de l'incorporer à sa vie, au moins personnelle, et même sa vie professionnelle. Et quand il a incorporé ça, donc c'est-à-dire cette dimension yin de l'être, cette dimension féminine au sens symbolique, dans sa vie, ça a tout changé. Il lui manquait une jambe, en fait. Et donc, il sentait un certain mal-être, mais il avançait bon an, mal an. Mais à partir du jour où il a eu vraiment des coups fourrés de la vie, qui l'invitaient vraiment à regarder ce qui se passait, il s'est dit, oui, c'est logique, ça m'avait manqué jusque-là, je voulais pas le voir. Et maintenant, en ajoutant cette dimension-là dans sa vie professionnelle et dans sa vie de chef d'entreprise, ça a complètement transformé sa vie et celle de ses équipes, de ses collaborateurs. Bien sûr. Et si je choisis cet exemple-là, c'est que j'en ai plusieurs de ce type. Comme j'accompagne beaucoup les coachs et les thérapeutes, et j'accompagne aussi des entrepreneurs et des dirigeants. J'accompagne aussi des particuliers. Et je suis très émue de voir ce qui se passe aujourd'hui. Bien sûr, c'est pas un mouvement de masse, mais il y a quand même quelques signaux par ces personnes qui me sollicitent ou qui sollicitent des consoeurs ou des confrères pour oser libérer cette part féminine de leur être, qu'on va appeler la part spirituelle ou de connexion aux mondes invisibles, au cœur, aux émotions, pour sublimer leur aventure professionnelle. Et dans les entreprises, je connais bien parce que j'ai travaillé une trentaine d'années dans le monde de l'entreprise, je menais les deux de front pendant un temps. Les burn-out, les manques de sens, les abus de pouvoir, les castrations diverses, les trahisons, elles viennent nous dire qu'on se trahit nous-mêmes, qu'on se castre nous-mêmes, qu'on s'ampute nous-mêmes, qu'on se dévalorise nous-mêmes, qu'on ne reconnaît pas nous-mêmes cette fibre de l'être qu'on peut appeler la dimension sacrée de l'être,
Et c'est tous ce qu'on nous avons à faire, comme je l'évoquais tout à l'heure, à assumer notre côté scientifique, rationnel, cartésien, le mouvement, la vie, le vrai, le tangible. Et en même temps, cette part de nous qui n'est ni plus ni moins, on peut l'appeler notre enfant intérieur, on peut l'appeler la connexion à notre âme, on peut l'appeler notre moi profond, on peut appeler la connexion à l'invisible. On a tous cette potentialité en nous parce qu'on est tous ces petites lumières venues s'incarner. Elles s'expriment juste différemment dans le monde, de différentes façons. La première réflexion qui me vient, c'est de me dire que d'abord, je trouve que votre méthode est incroyablement... en tout cas, quand on vous écoute comme ça, on l'aperçoit d'une manière très très efficace. C'est le premier point. Le deuxième point, on se dit, il y a nécessité d'être accompagné. C'est pas un truc qu'on peut faire. Moi, en tout cas, j'aimerais pouvoir effectivement mettre en place ce que vous préconisez, mais s'il n'y a pas votre accompagnement, votre enseignement, votre suivi, j'ai l'impression que c'est l'Everest. Vous voyez ? Ça peut, parce que c'est comme pour le chinois. Oui, voilà, c'est pareil. C'est comme le chinois. À partir du jour où vous dites, bah non, le chinois, c'est différent, c'est pas forcément plus difficile. Le chinois, en fait, c'est hyper simple. Je vous assure. C'est hyper simple. Il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de, il y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de, bon, bref. On peut, moi, ce dont j'ai à cœur, c'est de partager cet autre regard sur les épreuves. Bien avant la méthode, pour ceux qui ont envie de lire le livre, bienvenue, mais bien avant la méthode. Moi, j'ai envie de dire, simplement, osez tourner votre regard. Vous voyez de la merde devant vous, objectivement, ça pue. On va pas le nier. Moi, ce que je propose, c'est de le regarder aussi comme un terreau qui va pousser et donner une fertilité magnifique. C'est pas incompatible, mais je propose de tourner plutôt son regard. On va pas nier ça, parce qu'objectivement, c'est vrai que ça fait mal ou que ça sent mauvais. Mais regardez aussi ce que ça permet et même la raison d'être de la chose. Déjà, quand on transforme son regard, il peut se passer des choses. Mais cette transformation du regard, il faut laisser un peu de temps avant de pouvoir faire cette analyse-là. Un peu de temps après la situation. Oui, après la situation. Comme on l'évoquait tout à l'heure. Il faut un peu de temps. Oui, bien sûr. Mais à partir du moment où on décide de décoder le sens de nos emmerdes pour en faire des terreaux fertilisants, c'est vrai. Il y a certaines personnes qui le font seules. J'ai même d'ailleurs, je transmets la méthode dans le livre, je la transmets aussi dans une formation en ligne où elle est un petit peu plus poussée. Il y a des personnes qui sont déjà avancées sur leur chemin et à qui ça suffit. Et d'autres personnes ont besoin d'un père, d'une consoeur pour les aider à mieux voir, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'angles morts. Moi, j'ai des angles morts et je continue à introspecter et à continuer. Donc après, c'est le chemin de chacun. Cette approche, tout le monde n'est pas prêt à voir les choses comme ça ou à s'y lancer. C'est le chemin de chacun, ça. Bon, quelle est l'étape suivante dans la vie de Charlotte de Silguy? L'étape suivante. Pour l'instant, on a parlé du transgénérationnel, enfin des constellations, c'est les constellations familiales, c'est ça? Non. Alors, oui, c'est ça. Je suis pas spécialiste dans ces domaines-là. Ouais. Je m'associe et je m'inspire de personnes dont c'est la spécialité. Aujourd'hui, après beaucoup de distanciel, puisque comme j'accompagne des personnes qui sont un peu partout en France ou partout dans le monde, je suis pas mal avec le distanciel, j'ai envie de présence et j'ai un projet qui est encore immatériel et qui consiste à créer un lieu de ressourcement holistique où on pourrait œuvrer en présence à la transformation des ombres en lumière. Et j'ai une grande passion depuis 15 ans maintenant, qui est le chamanisme, où c'est quelque chose qui passe beaucoup dans le corps. Et je dois beaucoup au chamanisme dans l'élaboration de cette méthode, parce que j'y ai reçu des messages de guide ou de mon âme, je ne sais pas, pour mettre en forme et oser. Voilà. Et donc, cette approche, elle peut paraître un peu intellectuelle à certains. C'est vrai que pour partie, elle l'est, je le revendique, mais je suis pas quelqu'un qui dit « abat le mental hein. ». Je suis quelqu'un qui dit « on garde notre mental, il est top ». Simplement, on fait monter les autres dimensions de l'être, l'invisible, le cœur et le corps. Et l'intérêt avec le chamanisme, c'est que c'est quelque chose de très incarné. On va vraiment nettoyer les ombres, quelle que soit la méthode, avec la musique, parfois avec les plantes sacrées. Mais en tout cas, ça nettoie aussi le corps.
Et donc, c'est un rêve. Va-t-il se matérialiser? Je ne sais pas. On vous le souhaite. Qui consistera à accueillir des personnes qui ont cette volonté de transmutation cœur, corps et âme. Mais c'est extraordinaire parce qu'on a une série de conférences, nous, que l'on produit qui s'appelle Cœur, Corps, Esprit. Bon, vous voyez, comme quoi c'est un petit clin d'œil. Outre le fait de ne pas avoir été intronisé par les chamans, vous l'êtes. Je le dirais pas moi-même. Évidemment. Mais vous en avez tous les symptômes. Ah bon, alors? Non, sérieusement. Je vais le prendre comme un signe. Ouais, non, mais vous ressentez pas ça? Franchement, vous avez en tout cas le discours, l'inspiration, les ressentis, vous avez tout pour l'être officiellement. Je ne sais pas. Là où j'en suis, j'oserais pas dire de moi, je suis chamane. Ça serait pas légitime de le dire, je le sens pas comme ça. Peut-être le jour où j'irai davantage dans le soin du corps. Pour l'instant, je m'occupe que de mon chat. Je fais du chamanisme à mon chat. Voilà, peut-être ça viendra. Ma route n'est peut-être pas finie. Je vous le souhaite, évidemment. Et peut-être que ça fera partie du processus. Et si nos épreuves n'étaient pas le fruit du hasard, mais plutôt le tremplin de votre juste voie, vous en avez eu un aperçu avec cette méthode, ce parcours de vie, cette inspiration, cet accompagnement qui vous est proposé, alors que vous soyez particulier, thérapeute, professionnel, que vous soyez également chef d'entreprise et autres, au sein de vos équipes. On parle aujourd'hui beaucoup, Charlotte, de la dimension développement personnel et spiritualité au sein et au cœur des entreprises, pour le bien-être des salariés, et donc l'accroissement du chiffre d'affaires et du business de l'entreprise. Mais il y a cette prise de conscience parfois qu'il faut avoir, et vous êtes un déclencheur de cette prise de conscience sur nos parts d'ombre, ombre, lumière, ce yin et le yang, qui est parfois nécessaire dans notre vie, et surtout d'être bien accompagné. Moi, en tout cas, ça résonne chez moi, ça me donne envie de suivre cet accompagnement, mais parce que c'est vous. Ça me touche, merci. Sincèrement, je pense que voilà, c'est aussi, et c'est très bien de le reconnaître, que c'est une démarche qui est assez intellectualisée. Je ne sais pas si le mot est bien dit et approprié, mais vous assumez en tout cas cette part d'intellect. Oui, vous savez, quand on prend conscience de quelque chose par la compréhension, il peut se passer des choses dans le corps. Donc la démarche, elle est intellectuelle pour partie, mais il y a des propositions derrière d'intégrer par le cœur et le corps pour mettre en mouvement, pour que ça ne reste pas au niveau de la tête. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Merci. Transformez ce qui vous plombe en trésor aux éditions Le Lotus et l'Éléphant, que je salue et que je remercie. Petite bise à Martine, au passage, l'une des attachées de presse. Prenez soin de vous, vous commentez, vous partagez, et je sais que ça va être évidemment très intéressant de vous lire. On en a besoin pour construire les émissions, produire et se remettre en question à chaque fois comme on le fait d'habitude. Prenez soin de vous donc, et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut!